Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 14e numéro du magazine de la Faculté de droit virtuel. Bonjour Gérald, bonjour à tous, ravi de vous retrouver également au sein de ce nouveau numéro et découvrons-en tout de suite le sommaire. Ce mois-ci, nous retrouverons désormais comme chaque mois la rubrique d'actualité juridique ainsi que l'adage du mois. Nous découvrirons ensuite un grand arrêt, l'arrêt 2N, et enfin nous recevrons Axel Astegiano-Larisa comme invité du mois. Tout de suite, l'adage du mois, l'adage Nemo auditur. Nemo auditur, propriam turpitudinem allegans. Nul ne peut invoquer en justice sa propre turpitude. Cet adage, utilisé en droit des obligations, interdit de se prévaloir en justice d'un droit acquis frauduleusement, et empêche ainsi de réclamer l'exécution d'une obligation issue d'une convention contraire à la morale ou aux bonnes mœurs. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, par une décision du 14 octobre 2009, vient de confirmer bien très solennellement sa position selon laquelle la réponse par oui ou par non aux arrêts d'assises satisfait aux exigences posées par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sa chambre commerciale, quant à elle, en date du 29 septembre 2009, a réaffirmé son attachement au caractère exceptionnel de l'administration provisoire, désignée par le juge, qui est chargée d'assurer la gestion des affaires sociales en lieu et place des organes sociaux. Sa deuxième chambre civile, le 3 septembre 2009, a décidé que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription, édicté par l'article L114-1 du Code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues, à l'article L114-2 du même Code. 50 ans de jurisprudence constitutionnelle, voici un nouvel ouvrage qui vient d'être publié, qui recense et classe toute la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Les praticiens ont donc à disposition un nouvel outil pour faire vivre au mieux la question préjudicielle de constitutionnalité. La décision numéro 2009-585 DC du 6 août 2009 du Conseil constitutionnel également est un fait rare sous la Ve République puisque une loi portant règlement définitif du budget de l'État a été déférée au Conseil constitutionnel. C'est la 6e fois, il faut le rappeler, sous la Ve République et la première fois depuis la révision constitutionnelle de 2008. C'est une occasion de revenir sur la formation du droit constitutionnel budgétaire. Enfin, une autre décision du Conseil constitutionnel, décision numéro 2009-589 DC du 14 octobre 2009, relative à la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, a été l'occasion pour cette juridiction de continuer sa lutte pour la rationalité et la clarté du travail législatif. Voici pour l'actualité jurisprudentielle. Passons maintenant à l'actualité législative, qui est également assez riche ce mois-ci, puisque il y a notamment le projet de loi de finances, l'examen du projet de loi de finances pour 2010, à propos du verdissement de la fiscalité notamment, et de la taxe carbone, qui a bien été fixée à 17 € par tonne de CO2, et qui donc, ce nouvel impôt écologique devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2010, si tel est le cas. Le droit du crédit à la consommation mobilise l'attention des pouvoirs publics depuis plusieurs semaines déjà, suite notamment à l'harmonisation du droit national au regard de la directive 2008-48-CE, le projet de loi en portant réforme, adopté par le Sénat en juin 2009, en est un exemple parmi d'autres. Une modification de dernière minute dans la loi 2009-526, loi dite de simplification du 12 mai 2009, a permis, bien malgré ses auteurs, de sauver la scientologie de la dissolution. Et enfin, quelques propos sur le dernier référendum irlandais sur le traité de Lisbonne. Les Irlandais ont dit oui maintenant au traité de Lisbonne à 67,1% contre 53,4% en juin 2008 où ils avaient dit non. Il reste toutefois quand même les Tchèques. Voici pour les quelques brèves du mois. Retrouvons tout de suite le grand arrêt du mois avec Gérald. L'arrêt 2N. Son apport peut paraître aujourd'hui, à tout dire, banal. Cependant, à l'époque des faits, la position du Conseil d'État est tout à fait novatrice. Nous sommes en 1948. La France sort de la Seconde Guerre mondiale. L'heure est aux grands travaux. Et, devant le manque de personnel, les conditions de travail sont parfois difficiles.
d'autant que la vie est dure. Les familles sont endeuillées, la nourriture manque, les grèves se multiplient. Monsieur Dehaene est un chef de bureau à la préfecture d'Indre-et-Loire. Il n'est pas épargné par la dureté de la vie. Pourtant fonctionnaire, il souhaite, comme ses homologues du secteur privé, descendre dans la rue pour faire entendre sa voix. Cependant, le ministre de l'Intérieur, Jules Mock, interdit aux agents publics d'autorité de participer à cette grève. Bravant cette instruction, le sieur Dehaene défile du 30 au 20 juillet 1948. Sa rébellion sera que de courte durée. Son supérieur hiérarchique, le préfet d'Indre-et-Loire, prend 2 arrêtés, suspendant le sieur Dehaene de ses fonctions et lui infligeant un blâme. N'acceptant pas cette sanction, M. Dehaene saisit le Conseil d'État. Le préambule de la Constitution de 1946 ne dispose-t-il pas que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent? Et pourtant, le Conseil d'État décide de rejeter la demande de M. Dehaene, car, à cette époque, aucune loi applicable à l'ensemble des fonctionnaires n'est intervenue. Le Conseil d'État a dès lors 2 possibilités. Estimer que le préambule n'était pas directement applicable et donc nier tout droit de grève, ou accorder un droit de grève sans limite aux fonctionnaires pourtant responsables du bon fonctionnement du service public. Aucune de ces solutions n'étant satisfaisante, le Conseil d'État opte pour une 3e possibilité, dans un considérant que l'on pourrait qualifier de pragmatique. Considérant qu'en l'absence de réglementation, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public, qu'en l'état actuel de la législation, il appartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des dites limitations. Le Conseil d'État juge donc dans son arrêt Dehaene du 7 juillet 1950 qu'en l'absence de loi applicable, il appartient au chef de service de réglementer le droit de grève des fonctionnaires. Mais les fonctionnaires ont donc un droit de grève. Rappelez-vous, ce n'est pas ce que sous-entendait l'arrêt Winkel en 1909. Et pourtant, il s'agit, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1979, d'un principe à valeur constitutionnelle. Décidément, les acquis d'aujourd'hui n'étaient pas ceux d'hier. Intéressant, non? Alors Céline, ce mois-ci, vous avez interviewé le professeur Hugues Fulchiron. Cette interview porte sur la remise du rapport Leonetti. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Eh bien oui, en fait, nous avons parlé de l'intérêt de l'enfant, de l'autorité parentale et du droit des tiers, du statut des tiers. Donc voilà un petit peu le contenu de cette interview. Eh bien tout de suite, un extrait. L'idée de passer par la médiation, puisque lorsqu'on fait une convention, il faudrait passer par un médiateur pour préparer la convention avant de la soumettre au juge, est une idée intéressante, mais qui est quand même assez paradoxale. Parce que qui est gardien de l'intérêt de l'enfant? C'est le juge qui va homologuer. Donc le médiateur, quel va être son rôle? Dans le rapport Leonetti, on sent quand même une ambiguïté sur la mission du médiateur. Tantôt on parle de médiation classique, rapprocher les points de vue, tenter de trouver un terrain d'entente par des concessions réciproques, enfin bon, et en confusion avec le statut d'un arbitre qui serait là pour dire aux parents ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, et éventuellement parfois pour arbitrer au sens strict entre les propositions des parents. Nous recevons ce mois-ci Axel Astegiano-Larisa, maître de conférence à l'Université Jean Moulin Lyon 3 et cofondatrice du site actuassurance.com. Axel Astegiano-Larisa, bonjour. Céline Brazan, bonjour. Alors, quelle a été l'actualité marquante finalement du droit des assurances ces derniers mois? Alors, en droit des assurances, nous avons une actualité jurisprudentielle en matière d'obligation d'information de l'assureur.
Concernant cette obligation d'information, spécifiquement dans le contrat d'assurance, puis ensuite dans le contrat d'assurance vie. Dans le contrat d'assurance, ce dernier doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires visées par le Code des assurances et parmi celles-ci, la prescription biennale et les causes d'interruption et de suspension. Se pose la question de la sanction lorsque cette mention est manquante. Dans un premier temps, la Cour de cassation a refusé de faire jouer la sanction de l'inopposabilité et n'engageait que la responsabilité de l'assureur. Puis en 2005, revirement de jurisprudence complet, désormais, l'inobservation de la disposition, c'est-à-dire l'absence de mention obligatoire, est sanctionnée par l'inopposabilité de la mention à l'assuré. Ce qui est important puisque derrière ces mentions se trouve la prescription biennale, le délai biennal pour intenter l'action, ainsi que les causes d'interruption et de suspension. L'avancée n'a été que de courte durée puisque quelques mois après, un autre arrêt, novembre 2005, est venu nous préciser qu'il suffisait que le contrat contienne la référence textuelle aux articles L114-1 et L114-2 sans les reproduire. Or, cette solution était très critiquable puisque le rappel d'une règle n'est pas simplement le rappel du numéro de l'article, d'autant plus que qu'on se cache derrière un tel problème. Aujourd'hui, avec un arrêt du 3 septembre 2009, la Cour de cassation vient repréciser ce que l'on entend par cette mention obligatoire au contrat et dans un attendu de principe, elle nous dit que le délai de prescription biennale doit être mentionné et que doit également être rappelé dans le contrat toutes les causes d'interruption prévues à l'article L114-2. En l'espèce, le contrat ne mentionnait qu'une seule cause, à savoir la lettre recommandée avec accusé de réception et ne mentionnait pas la désignation d'expert comme une cause d'interruption, eh bien, la Cour de cassation a estimé que la mention était incomplète et inopposable. Et au-delà de la référence textuelle, il faut vraiment aujourd'hui rappeler la substance de l'article. Et donc, on espère qu'avec cette décision du 3 septembre 2009, cette discussion est définitivement fermée. La deuxième actualité concerne aussi l'information, mais en assurance vie. En assurance vie, l'information revêt une forme particulière, à savoir qu'avant la souscription du contrat, doit être remis au futur souscripteur une note d'information et un projet de contrat. Les assureurs avaient pris l'habitude de remettre le projet de contrat uniquement en disant que cela valait note d'information. Alors, sur le fond, toutes les mentions étaient bien dans ce projet de contrat, mais formellement, il n'y avait qu'un seul document qui était remis au lieu de deux. Or, en assurance vie, le souscripteur bénéficie d'un délai de renonciation. C'est-à-dire que tant que l'information précontractuelle telle qu'elle doit lui être remise ne lui a pas été remise, ce délai de renonciation qui est de 30 jours ne court pas. Ce qui fait que certains souscripteurs qui avaient souscrit des contrats d'assurance et à qui on n'avait remis qu'un seul document, ont commencé à voir, j'allais dire, leur placement baisser. Le contrat d'assurance, l'assurance vie a ceci de particulier que c'est aussi un contrat de placement entre guillemets. En tous les cas, c'est comme cela que les souscripteurs le voient. Et ce placement peut se faire en bourse. C'est-à-dire que nous avons eu certains souscripteurs qui avaient versé des primes d'une certaine valeur, qui avaient été investis en bourse. Et ensuite, en cours de contrat, la valeur de leur contrat ne correspondait plus à leur valeur initiale. Ils ont donc cherché le moyen de récupérer, j'allais dire, cette valeur initiale. Et ils ont effectivement trouvé cette disposition qui disait que formellement, 2 documents doivent être mis, sinon le délai de renonciation ne court pas. Et donc en 2006, certains souscripteurs ont voulu exercer ce droit de renonciation à leur contrat. Les assureurs s'y sont opposés en disant que c'était un exercice de leur droit qui était abusif, le contrat ayant fonctionné, et donc ils ne pouvaient pas revenir quelques années après, estimant qu'une information précontractuelle complète ne leur avait pas été donnée. Le 7 mars 2006, la deuxième chambre civile nous a dit que cette faculté de renonciation prorogée était un droit discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'était pas requise. Et donc, du coup, nous avons une possibilité de remise en cause de ces différents contrats d'assurance par cette faculté de renonciation qui est prorogée toutes les fois où l'assureur n'a remis formellement qu'un seul document au lieu de 2 documents
comme l'exige la loi, en matière précontractuelle. Alors, néanmoins, cette jurisprudence aujourd'hui, cet arrêt, cette solution n'est pas contestable. Néanmoins, sans revenir sur cette solution, on assiste ces derniers temps à une volonté de la Cour de cassation d'en circonscrire son champ d'application. Tout d'abord, seul doivent figurer dans cette note d'information les mentions prévues par la loi. C'est-à-dire que l'assureur n'a pas à faire figurer d'autres mentions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est lorsqu'un rachat total du contrat a été effectué avant l'exercice de cette faculté de renonciation, le rachat total met fin au contrat et donc il n'est pas possible ensuite de vouloir exercer ce droit de renonciation en se prévalant du fait qu'on n'a reçu qu'un document et pas deux documents. Alors, en juillet 2009, la Cour de cassation est venue préciser ce point, c'est-à-dire qu'ici, un souscripteur qui avait exercé un rachat total du contrat estimait qu'il avait subi un préjudice parce qu'il y avait une différence de valeur entre les primes qu'il avait versées au départ et la somme rachetée du contrat. Et ne pouvant plus se prévaloir de l'exercice de sa faculté de renonciation puisqu'il avait racheté le contrat, il a voulu engager la responsabilité de l'assureur sur la base de l'article 1382 du Code civil. Et là, la Cour de cassation s'y est opposée. La Cour de cassation ici a dit, peu importe finalement qu'il n'y ait qu'un seul document ou deux documents qui aient été remis, si sur le fond, toutes les informations précontractuelles ont été transmises, la responsabilité de l'assureur sur le fondement de l'article 1382 ne peut pas être cherchée. Donc voilà pour l'actualité marquante au niveau de l'information au droit des assurances. Merci beaucoup. C'est donc en effet une actualité très, très riche et assez complexe, aux confins du droit des assurances, mais aussi du droit des obligations et même de la procédure civile, qui d'ailleurs est sûrement très intéressante pour les étudiants qui doivent aussi pouvoir vous regarder aujourd'hui. Et tous ces éléments-là, on les retrouve de façon plus développée sur votre site, qui est le site actuassurance.com. Oui, alors effectivement, ce site, www.actuassurance.com, la revue numérique en droit des assurances, a été fondée par Sabine Abravanel-Joly, qui est maître de conférence également dans cette université, et moi-même. Et nous proposons tous les 2 mois de retracer l'actualité jurisprudentielle et législative à travers ce site. Donc il y a à la fois une actualité sous forme d'observations sur les arrêts et vous pouvez retrouver les observations dont je vous ai fait part dans cette interview sur le site, mais également une actualité législative et puis des références plus doctrinales qui prennent la forme d'articles ou de réflexions critiques. Alors, le droit des assurances peut paraître comme un droit spécial qui ne s'adresse pas à tous les étudiants. Je pense que c'est faux parce que c'est un droit qui permet peut-être de mieux comprendre la responsabilité civile et même pour des étudiants de première année, se posent également des problèmes d'incapacité. Que faire lorsque le souscripteur est un incapable, qu'il est placé sous tutelle ou curatelle, quid de son contrat d'assurance vie? Il y a d'ailleurs en ligne actuellement des arrêts qui ont justement trait à ce problème. Eh bien, on a bien compris que dès les premières années, il faut aussi aller s'intéresser à des droits plus spéciaux. Nous vous remercions, Axel Astegiano, pour toutes ces précisions et nous vous retrouvons dès le mois prochain Pour un nouveau numéro de le magazine de la FDV.